quart de travail au centre de répartition d'urgence s'était déroulé sans incident jusqu'à présent. C'était un mardi soir tranquille à Paris, le genre où le bourdonnement habituel de la ville semblait étouffé, comme si la ville elle-même se reposait. L'horloge sur le mur tournait lentement vers minuit, chaque seconde passant à un rythme régulier et indifférent. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étirant mes muscles raides, quand le téléphone a sonné. « Urgence policière, comment puis-je vous aider ?» J'ai demandé, ma voix calme et professionnelle. Il y eut une pause à l'autre bout, juste assez longue pour être troublante. Puis, je l'ai entendu, un murmure à peine audible. Une femme, la voix tremblante. Il est chez moi. Je me redressai sur mon siège, toute trace de fatigue s'évaporant en un instant. « Madame, pouvez-vous me dire votre nom? Où es-tu en ce moment ?» Sa respiration s'est arrêtée, et quand elle a repris la parole, il était clair qu'elle avait du mal. Je ne peux pas bouger. Il est ici, dedans. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai tapé rapidement dans le système en signalant l'appel comme étant hautement prioritaire. Mon esprit s'est emballé alors que j'essayais de la garder sur la ligne. Reste avec moi, ok? Nous vous enverrons de l'aide immédiatement. Pouvez-vous me dire votre adresse? Il y eut un bruit de traînement en arrière-plan, suivi d'un léger grincement, comme une porte qui s'ouvre lentement. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que j'attendais sa réponse. « Madame, votre adresse, s'il vous plaît. » Je suis dans ma chambre, rue de Rivoli, numéro 42. Sa voix était plus faible maintenant, comme si l'effort de parler la vidait de son énergie. J'ai transmis l'information à l'unité de patrouille la plus proche, les exhortant à se dépêcher. « Les officiers sont en route, madame. Restez en ligne avec moi, d'accord? Pouvez-vous me dire qui est cette personne? Les connaissez-vous? » Une autre pause, puis un léger sanglot. « C'est lui. Je ne peux pas bouger. Qui est-ce, madame? » J'ai insisté doucement, essayant de reconstituer la situation. Le bruit des pas, lourds, délibérés, résonna dans le téléphone. Il se rapprochait. « Mon frère, murmura-t-elle, les mots s'échappant de justesse de ses lèvres. Mais il est mort. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis battu pour garder ma voix stable. « Madame, êtes-vous sûre que c'est lui? En êtes-vous certain? Je l'ai vu avant de ne plus pouvoir bouger. Je ne sais pas comment, mais c'est lui. S'il vous plaît, aidez-moi, supplia-t-elle, sa voix devenant plus faible. Je pouvais entendre sa respiration devenir plus laborieuse, comme si elle lui demandait toute sa force pour continuer à parler. Je devais la garder consciente, je devais la faire parler. « Madame, écoutez-moi. Les officiers y sont presque. Vous devez rester éveillée. Dites-moi plus sur lui. À quoi ressemble-t-il? Que fait-il maintenant? » Je ne sais pas. Je l'entends. Il est proche, mais je ne le vois pas. J'ai tellement froid. Sa voix n'était plus qu'un souffle, et je pouvais entendre la peur, le désespoir dans chaque mot. En arrière-plan, j'ai entendu un autre bruit, un bruit humide et rampant qui m'a envoyé une vague de nausées. Il fut suivi d'un grognement bas et guttural, quelque chose qu'aucune gorge humaine ne devrait être capable de produire. Je me suis forcé à me concentrer, à repousser la terreur croissante dans ma poitrine. « Madame, concentrez-vous sur ma voix. Reste avec moi. La police sera là d'un moment à l'autre. Je ne peux pas. Je ne sens plus mes jambes. J'ai l'impression de mourir. » halta-t-elle, la terreur dans sa voix me déchirant. J'étais impuissant, coincé à l'autre bout d'une ligne téléphonique, incapable de faire autre chose qu'écouter. Puis, soudain, sa respiration est devenue erratique. Il est ici. Il est juste ici. La ligne s'est remplie d'une sonnerie aiguë, suivie d'un bruit sourd écœurant, puis d'un silence. « Madame? Madame, m'entendez-vous » J'ai crié, la voix tremblante. Il n'y avait pas de réponse, juste le léger crépitement de la ligne. Les agents sont arrivés quelques instants plus tard. Je les ai écoutés enfoncer la porte, leur voix résonnant dans la maison. J'ai attendu, le cœur dans la gorge qui la cherche. Puis je l'ai entendu, l'un des officiers, la voix mêlée de choc et d'incrédulité. « Nous avons un corps, femelle. On dirait qu'elle est morte depuis un moment. Mais Dieu, cet endroit... » La ligne s'est coupée. J'ai regardé le téléphone, les mains tremblantes. Je savais que je devais me lever, que je devais me préparer au rapport qui allait suivre. Mais j'étais figé, le poids de ce qui venait de se passer m'écrasant.
Plus tard, j'ai appris que la femme avait été paralysée, une forme rare et agressive de catatonie, probablement déclenchée par un stress ou un traumatisme extrême. Les médecins pensaient qu'elle était allongée dans ce lit, vivante mais incapable de bouger, pendant des jours avant de mourir. Mais ce qui me hantait, ce qui m'empêchait de dormir la nuit, c'était le fait que l'autopsie avait révélé qu'elle était morte bien avant que l'appel ne soit passé. Et puis, il y avait l'homme, son frère, qui était mort quelques mois plus tôt dans un accident de voiture. Son corps n'a jamais été retrouvé, seulement son sang étalé sur le tableau de bord. J'ai essayé de continuer mon travail, mais le poids de cette nuit s'est accroché à moi. Chaque sonnerie du téléphone, chaque murmure d'une voix à l'autre bout du fil me ramenait à cet appel. J'ai vu ses yeux sans vie, fixant le néant, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. J'entendis la voix de son frère, basse et gutturale, résonner dans l'obscurité. Je ne pouvais plus le faire. Le poids de tout cela est devenu trop lourd et j'ai démissionné de la force. Mais même maintenant, dans le silence de ma propre maison, je peux encore l'entendre. Tous les soirs, alors que je ferme les yeux, elle me chuchote, implorant une aide qui n'est jamais venue. Cette nuit-là est étrangement calme. Les rues de Québec, habituellement animées, sont désertes. Je me suis retrouvé seul dans le petit commissariat, comme c'était souvent le cas au petit matin. Ma carrière de policier venait de commencer. C'était le genre de travail que j'avais toujours imaginé apporter de l'excitation et un but. Cependant, jusque-là, la réalité avait été moins palpitante que je ne l'avais espéré. Les tâches consistaient principalement en des patrouilles monotones et des rapports interminables. Mais ce soir-là, tout allait changer. Le téléphone sonna, sa sonorité résonnant dans le vide de la station. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, sans me douter que ce serait le début de quelque chose qui me marquerait pour le reste de ma vie. Service de police du Québec, comment puis-je vous aider? Ma voix était calme, comme ils nous l'ont enseigné à l'académie. J'ai besoin d'aide, répondit une voix masculine, tremblante, presque noyée par le bruit de sa propre respiration laborieuse. Je suis dans une cabane, isolée, je ne sais pas exactement où, mais quelque chose ne va pas ici. Il y a des caméras dans chaque pièce. Ils me regardent. Mon esprit a commencé à travailler rapidement. Des appareils photo, avez-vous vu quelqu'un les installer? Non, je les ai trouvés par hasard. Ils sont cachés derrière des miroirs dans les coins du plafond. Je suis diffusé quelque part sur le dark web. Ils surveillent chacun de mes mouvements. La voix de l'homme tremblait d'un mélange de peur et de désespoir palpable. Les mots dark web m'ont mis en état d'alerte. Je n'étais pas naïf. Je savais que le monde souterrain d'Internet cachait des choses que la plupart des gens préféraient ne pas imaginer. Mais quelque chose dans cet appel semblait plus troublant. Comment t'appelles-tu? J'ai demandé, essayant de poursuivre la conversation pendant que je tapais dans l'ordinateur pour retracer l'appel. C'est Marc. Marc tremblait. Ok, Marc, restait Al. Es-tu seul dans la cabine? Oui, j'ai loué cet endroit pour m'isoler, vous savez. J'essayais de m'éloigner de la ville pendant un moment, mais maintenant je suis piégé ici. Il me regarde, je le sais, je peux le sentir. Pendant que Marc parlait, les données sur mon moniteur ont commencé à apparaître. Les coordonnées étaient vaguement localisées dans une zone montagneuse, mais pas assez précises pour envoyer une équipe rapidement. J'ai décroché la radio et j'ai demandé des renforts, les informant de l'emplacement approximatif. Cependant, je me suis rendu compte que dans cette région, trouver la cabane serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Marc, peux-tu me décrire la cabane? Y a-t-il quelque chose que je puisse utiliser pour t'aider à te retrouver? C'est petit, en bois, mais les arbres, il y a tellement d'arbres autour, je peux à peine voir le ciel. Tout se ressemble ici, je ne sais pas si je peux en décrire davantage. Il y avait quelque chose de claustrophobe dans la façon dont il décrivait l'endroit. La forêt dense autour, les arbres qui semblaient écraser tout sentiment de sécurité. Je pouvais presque sentir la pression sous laquelle Marc vivait. La seule chose que je pouvais faire à ce moment-là était de le faire parler, d'essayer de le calmer pendant que j'essayais désespérément de localiser son emplacement exact. Marc, tu as dit que les caméras sont cachées. Pouvez-vous les enlever? Les détruire?
Il y eut un silence tendu, puis il répondit, hésitant. J'ai essayé. Mais à chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression que quelque chose m'arrête. C'est comme si je ne pouvais pas, comme s'il me surveillait de plus près. J'ai l'impression que si je le fais, il va se passer quelque chose de pire. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. C'était comme s'il était pris au piège d'un jeu sadique, quelque chose de plus grand et de plus sombre que de simples caméras cachées. Mes mains ont commencé à transpirer lorsque j'ai tapé sur un autre système, essayant de retrouver toute diffusion en direct qui pourrait se produire. Puis j'ai trouvé quelque chose. Marc, écoute, j'essaie de localiser cette émission. Je vais avoir besoin que vous restiez calme et que vous suiviez mes instructions. Tout va bien se passer, mais je mentais. La vérité, c'est que j'avais peur. Les images qui ont commencé à apparaître sur mon écran d'ordinateur montraient une vue en temps réel de l'intérieur de la cabine. Il avait raison, tout était diffusé, et pas seulement. Il y a eu des commentaires, des paris ont été placés sur combien de temps il survivrait, sur ce qui se passerait ensuite. L'horreur a commencé à grandir en moi. Thomas, s'il te plaît, aide-moi. Je sais pas quoi faire. Ils vont me tuer, n'est-ce pas? Marc, j'ai besoin que tu quittes la cabane maintenant. Sortez, restez près d'une route, tout ce qui nous aidera à vous localiser plus rapidement. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je ne peux pas. Ils m'ont dit que si je partais, il se passerait quelque chose de bien pire. Ils me manipulent, Thomas. Je ne peux pas m'échapper. J'ai essayé de le persuader, d'user de mon autorité, de ma raison, mais quelque chose dans le ton de Marc indiquait qu'il était bien au-delà d'être convaincu. Il était brisé, hanté par quelque chose que je ne comprenais toujours pas complètement. Quand j'ai finalement eu une équipe de renfort pour suivre les coordonnées approximatives, il faisait déjà nuit dehors. J'ai roulé comme un fou sur les routes sinueuses, essayant d'y arriver avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond de moi, je savais que chaque minute comptait contre nous. Je suis arrivé à l'endroit indiqué, mais tout ce que j'ai trouvé était le silence. La cabane était là, petite, presque insignifiante dans l'immensité des arbres, mais il n'y avait aucun signe de Marc. La porte était entr'ouverte, grinçant doucement dans le vent. À l'intérieur, les pièces semblaient vides, comme si personne n'y était allé depuis des jours. Il n'y avait pas de caméra, aucun signe d'équipement électronique. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, comme si les yeux que Marc redoutait tant étaient maintenant fixés sur moi. J'ai cherché le moindre indice, mais ce que j'ai trouvé, c'est un sentiment de vide écrasant. Et puis, là, sur le sol de la pièce principale, j'ai trouvé le corps. Marc était là, allongé face contre terre, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Il n'avait pas été tué par une blessure visible, mais quelque chose en lui semblait complètement épuisé, comme si la vie avait été aspirée hors de son corps. Le matériel d'enregistrement, les caméras, tout ce qu'il a décrit avait disparu. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé la scène avant notre arrivée. J'ai senti la culpabilité commencer à me consumer à ce moment-là. Je n'étais pas assez rapide, je n'en ai pas fait assez. La réalité d'être policier ne consistait pas seulement à faire face à des criminels. Il s'agissait de faire face aux échecs, aux erreurs qui coûtent des vies. Je suis rentré à la gare ce soir-là avec un sentiment de défaite que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les jours suivants ont été pires. Les gens autour de moi, les collègues, la communauté, tout semblait enveloppé d'une atmosphère de méfiance. J'ai commencé à remarquer des choses qui ne m'avaient pas dérangé auparavant. Le regard prolongé d'un inconnu, une caméra de sécurité dans un magasin, le sentiment d'être suivi. La paranoïa a grandi en moi, alimentée par l'échec à sauver Marc. J'ai commencé à me demander si moi aussi j'étais observé, si j'étais aussi un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que, d'une manière ou d'une autre, ces yeux invisibles étaient toujours sur moi, attendant de me briser comme ils l'ont fait avec Marc. Chaque reflet dans une fenêtre, chaque son lointain, tout devenait un signe possible que j'étais moi aussi piégé dans une toile invisible, un jeu auquel je n'ai jamais demandé à jouer. La vérité, c'est qu'après cette nuit-là, je n'ai plus jamais été le même. Tout ce qui s'est passé dans cette cabane,
ce qui a mené Marc Tremblay à la mort, a laissé sur moi une marque qui ne peut être effacée. Je voulais croire que c'était juste le résultat d'un esprit perturbé, mais je ne peux pas. Quelque part, quelqu'un regarde, et le prochain à regarder pourrait très bien être moi. Mon nom est Marcus Engel, et pendant 18 ans, j'ai été la voix calme à l'autre bout du fil, guidant les gens dans leurs pires moments. J'ai toujours été fier de ma capacité à rester calme sous pression, à fournir des instructions claires et rationnelles, même lorsque le monde de quelqu'un s'effondre. J'ai tout entendu, des accidents de voiture, des incendies de maison, des cambriolages. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à la nuit du 23 septembre. Cette nuit-là a tout changé. Il était un peu plus de minuit et j'étais seul dans la salle d'urgence à Munich. La ville était calme, le genre de calme qui n'arrive qu'au milieu de la nuit. Je sirotais une tasse de café tiède, essayant de rester alerte quand le téléphone a sonné. J'y ai répondu comme je le fais toujours, avec le même ton mesuré. Ligne d'urgence de la police, où vous situez-vous et quelle est la nature de votre urgence? Pendant un moment, il n'y avait que de la respiration lourde à l'autre bout. Puis, une voix d'homme, murmura. « Je suis perdu. S'il vous plaît, vous devez m'aider. » Il y a quelque chose ici avec moi. La panique dans sa voix était sans équivoque. Les gens ont peur quand ils sont perdus, mais c'était différent. C'est le genre de peur qui s'infiltre dans vos os qui vous donne la chair de poule. J'ai appris à la reconnaître, le genre de terreur qui ne peut pas être facilement expliquée. « Calme-toi, dis-je, essayant de garder mes propres nerfs sous contrôle. Peux-tu me dire ton nom et où tu es? Je m'appelle Johann Müller. Je faisais de la randonnée, mais j'ai fait demi-tour. Je ne trouve plus le sentier. Je pense que quelque chose me suit. Johann, ai-je commencé, ma voix ferme. J'ai besoin que tu restes en ligne avec moi. Avez-vous une idée de l'endroit où vous êtes? Y a-t-il des points de repère que tu peux voir? Il n'y a rien. Il fait trop sombre, juste des arbres partout. Mais je l'entends. Ça se rapproche. S'il te plaît, tu dois me sortir d'ici. Sa voix s'est transformée en sanglots et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. La forêt bavaroise est vaste et dense. Même les randonneurs expérimentés peuvent s'égarer s'ils ne font pas attention. Mais c'était plus qu'un simple cas d'homme perdu dans les bois. « Johann, je vais t'aider, » lui ai-je assuré. « J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais dire. Je vais essayer de vous guider. D'abord, pouvez-vous me dire quand vous avez vu le sentier pour la dernière fois? » Je ne sais pas. On dirait qu'il y a des heures. J'essayais de retrouver mon chemin, mais tout se ressemble. « Ok, » ai-je dit en prenant une profonde inspiration. « J'ai besoin que tu restes où tu es un instant. Ne bougez pas, écoutez simplement. Entendez-vous quelque chose d'inhabituel? Décrivez-le-moi. » Il y eut une pause, remplie seulement de la respiration tremblante de Johann. Puis, faiblement, je l'entendis. Un son bas et guttural en arrière-plan, comme un grognement profond mais plus déformé, comme si ce qu'il faisait avait du mal à respirer. Cela ne ressemblait à aucun animal que je connaissais, et c'est là que mon malaise s'est transformé en peur. « Il y a quelque chose là-bas, » murmura Johann, sa voix à peine audible. Il me suit depuis un moment. Au début, j'ai pensé que c'était juste mon imagination, mais ensuite je l'ai entendu. C'est réel, et ça se rapproche. Je pouvais entendre ses pas craquer sur le sol de la forêt alors qu'il recommençait à bouger, malgré mes instructions précédentes. « Johann, j'ai besoin que tu restes calme, dis-je, bien que j'ai moi-même du mal à rester calme. Continuez à marcher, mais restez en ligne avec moi. Nous allons te sortir de là. » Sa respiration est devenue plus frénétique et je pouvais voir qu'il luttait contre l'envie de courir. J'essaie, mais c'est si proche maintenant. Je l'entends derrière moi. Ce n'est pas un ours ou un loup. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas naturel. Continue d'avancer, l'ai-je exhorté, même si chaque instinct me disait que courir pourrait aggraver les choses. Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire d'arrêter, pas avec cette chose si proche. Concentre-toi sur ma voix, Johann. Suivez mes instructions et nous vous ferons sortir. Les minutes s'étiraient, chacune me semblant une éternité.
J'ai écouté sa respiration laborieuse, le claquement occasionnel d'une branche sous ses pieds et ce bruit omniprésent derrière lui. Il était plus proche maintenant, presque comme s'il le traquait, jouant avec lui avant de passer à l'action. Puis, soudain, Johan poussa un cri à glacer le sang. Je me redressai brusquement sur ma chaise, tous mes muscles se crispant lorsque j'entendis le bruit d'une lutte, quelque chose qui se débattait dans les sous-bois et les appels à l'aide frénétiques et terrifiés de Johan. « Johan !» J'ai crié dans le téléphone, mon cœur battant dans ma poitrine. « Johan, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'y a pas eu de réponse cohérente, seulement des bruits de terreur purs et débridés. Et puis, la ligne s'est coupée. Je me suis assis là, agrippant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai essayé de rappeler, mais l'appel ne s'est pas connecté. Tout ce que je pouvais faire, c'était de m'asseoir là, figé, à écouter le silence qui avait remplacé la voix de Johan. J'ai immédiatement alerté les équipes de recherche et de sauvetage. Ils se mobilisèrent rapidement, se dirigeant vers la forêt où Johan avait fait de la randonnée. J'ai passé le reste de la nuit à attendre près du téléphone, priant pour qu'il le trouve vivant, que tout cela était une horrible erreur. Mais quand l'aube s'est enfin levée, les nouvelles étaient bien pires que ce que j'aurais pu imaginer. Le corps de Johan a été retrouvé au fond de la forêt, à des kilomètres du sentier le plus proche. Il avait été mutilé, mais les blessures... Il ne correspondait à rien de ce que l'équipe de recherche avait jamais vu. Ils étaient trop grands, trop irréguliers, comme si quelque chose l'avait déchiré avec une férocité qui défiait toute explication. Et il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui me glaçait au plus profond de moi-même. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue, comme s'il avait vu quelque chose de si horrible dans ces derniers instants qu'il l'avait laissé paralysé par la peur. L'équipe n'a pas pu identifier ce qui l'avait attaqué. Il n'y avait aucune trace, aucun signe d'un animal dans la zone. Quoi qu'il en soit, il avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que les restes abrutis de Johan Müller. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de donner un sens à ce qui s'était passé, mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'anormal était en jeu. Je rejouais l'appel encore et encore dans mon esprit, entendant ce grognement étrange et distordu, la panique pure dans la voix de Johan et l'horrible réalisation que tout ce qu'il avait chassé n'était pas de ce monde. J'ai essayé d'avancer, de retourner à mon travail comme si de rien n'était, mais c'était impossible. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'étais rempli d'effroi, m'attendant à moitié à entendre une autre voix implorer de l'aide contre quelque chose que je ne pouvais pas combattre. Mon sommeil était en proie à des cauchemars, à des visions des derniers instants de Johan et à ce bruit terrible et surnaturel qui me hantait. L'incident a été officiellement qualifié d'attaque d'animal, bien que l'affaire ait été discrètement classée sans enquête plus approfondie. Mais je savais, au fond de moi, que la vérité était bien plus terrifiante que tout ce que les rapports pouvaient transmettre. Il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose qui défiait la logique et la raison, et qui avait coûté la vie à Johan Müller. Et maintenant, alors que je suis assis ici, les yeux rivés sur le téléphone, je ne peux m'empêcher de me demander, et s'il était toujours là, attendant sa prochaine victime? Et si un jour, un autre appel arrivait, et que je suis forcé de faire face à cette même horreur inimaginable, une fois de plus? Je ne sais pas si je pourrais le gérer. Rien que cette pensée suffit à me glacer le sang. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas ce que j'ai entendu cette nuit-là, ni ce qui est vraiment arrivé à Johan Müller. Mais je sais une chose, quelque chose de maléfique se cache dans les profondeurs de cette forêt, quelque chose que personne ne peut expliquer, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne frappe à nouveau. L'appel est arrivé vers 2 heures de l'après-midi, ce qui semblait être un jeudi ordinaire. J'étais assis à mon bureau, sirotant ma 3e tasse de café lorsque le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un homme, lourde et mêlée d'un mélange d'urgence et de désespoir. Il a affirmé que sa fille, une fillette de 10 ans nommée Emily, avait été kidnappée.
Un groupe exigeait une rançon substantielle pour sa libération. Je travaille comme négociateur d'otages depuis près de 20 ans et j'ai entendu plus d'appels téléphoniques angoissants que je ne me souviens de m'en souvenir. Dans de telles situations, la clé est de rester calme, d'établir un rapport et de lever lentement et soigneusement les détails. Il ne s'agit jamais de simplement suivre le protocole. C'est une danse délicate où l'on équilibre l'empathie et la stratégie. L'homme à l'autre bout du fil semblait désespéré, mais en l'écoutant, quelque chose s'est senti. « Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme, » dis-je de ma voix la plus rassurante. « Nous allons traverser cela ensemble. Dis-moi encore le nom de ta fille, et qu'ont-ils exigé exactement? » « Émilie, ils veulent 100 000 livres. Ils ont dit que si je ne livrais pas l'argent dans l'heure, ils la tueraient. » Sa voix tremblait, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de parler. C'était presque comme s'il récitait un script, forçant les mots à sortir. « Compris, monsieur. Où en êtes-vous en ce moment? Et où est l'argent? » J'ai demandé, essayant d'établir une ligne de communication claire. Il a hésité avant de répondre. « Je suis chez moi, à Shoreditch. L'argent est dans le coffre-fort. J'ai juste besoin de temps pour tout mettre en place. » Il y a eu une pause qui s'est prolongée un peu trop longtemps. Quelque chose n'allait pas. Sa nervosité était prévisible, mais il y avait un manque de panique véritable, une désorganisation dans son histoire qui m'a fait tourner les tripes. Pire encore, lorsque je lui ai demandé où se trouvait le dépôt, il a balbutié. Ils ont dit qu'ils m'appelleraient pour me donner des instructions. C'était mon premier drapeau rouge. Dans la plupart des cas de rançon, les ravisseurs sont méticuleux dans les détails. Ils ne laissent rien au hasard car le moindre retard pourrait mettre en péril leur plan. Ce n'était pas ainsi que ces situations se déroulaient habituellement. Je ne voulais pas alarmer l'homme, mais j'ai commencé à poser des questions plus pointues en essayant de reconstituer l'histoire. Comment vous ont-ils contacté, monsieur? Ils m'ont appelé sur mon portable. J'étais au travail. Tout s'est passé si vite. Et avez-vous réussi à retrouver la trace de l'appel? J'ai continué, écoutant attentivement le rythme de sa respiration à travers les tonalités étouffées du téléphone. Il a hésité à nouveau, et c'était le deuxième drapeau rouge. Non, pas encore, je n'avais pas le temps. Cette pause m'a frappé comme une gifle. Si un parent est vraiment préoccupé par la vie de son enfant, il serait frénétique, désespéré de trouver une piste. Pourtant, il était là, retardant le processus, presque comme s'il calculait son prochain mouvement. « Monsieur, puis-je vous demander de répéter exactement ce que les ravisseurs ont dit ?» demandai-je, cette fois avec plus de fermeté. Il commença à répéter son histoire, mais une fois de plus, ces étranges pauses apparurent. À chaque fois qu'il parlait, les incohérences de son récit s'aggravaient. Pendant que je le gardais en ligne, j'ai envoyé une équipe pour retracer l'origine de l'appel et vérifier l'adresse qu'il avait fournie. Quelque chose n'allait pas. Et s'il y avait un espoir de sauver cette fille, je devais découvrir la vérité rapidement. Lorsque mon équipe est arrivée à la maison, la réalité de la situation a commencé à s'effilocher de la manière la plus horrible. Émilie était déjà morte. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée, aucune preuve de lutte. Juste le corps froid et sans vie d'une fille qui n'a jamais eu la chance de se battre pour sa vie. Je suis arrivé sur les lieux peu de temps après. La maison était étrangement silencieuse, un silence qui flottait dans l'air comme un brouillard dense. L'homme était assis sur le canapé, le téléphone toujours à la main, les yeux vides, comme s'il attendait que je l'affronte. Émilie était déjà morte, n'est-ce pas? Demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin qu'il l'admette, qu'il donne un sens à ce cauchemar. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il m'a enfin regardé, ses yeux étaient remplis de quelque chose entre la douleur et la résignation. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que, si je prétendais que c'était un enlèvement, peut-être que des gens penseraient que ce n'est pas de ma faute. La confession m'a frappé comme une brique. Il avait tué sa propre fille. Et puis, dans une tentative désespérée de dissimuler son crime, il a inventé une histoire d'enlèvement. Peut-être pensait-il qu'il pourrait échapper à la justice si la police croyait à son histoire.
Mais son incapacité à mentir de manière convaincante, à maintenir sa propre histoire fabriquée, l'avait trahi. Alors qu'on l'emmenait menotter, je suis resté là, debout au milieu d'une pièce qui avait été témoin d'une horreur inimaginable. La culpabilité a commencé à s'insinuer dans mes pensées. Comment n'ai-je pas attrapé les mensonges plus tôt? Comment ai-je échoué à sauver Emily? Ces questions allaient me hanter pendant longtemps. De retour à la gare, je me suis retrouvé à regarder le téléphone. La ligne qui reliait autrefois la vie et la mort d'un enfant semblait maintenant être un rappel cruel de mon échec. J'avais passé ma carrière à essayer de sauver des vies, mais ce jour-là, j'ai échoué. Et cet échec me pèserait plus que je ne pouvais le supporter. Les yeux sans vie d'Emily étaient gravés dans ma mémoire, une cicatrice permanente que je ne pouvais pas effacer. J'ai repensé aux conversations que j'avais eues avec cet homme, à la façon dont il avait essayé de me tromper, à la façon dont j'avais joué le jeu, espérant trouver un moyen de la sauver. Mais à la fin, j'étais trop tard. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rejoué chaque instant dans ma tête, analysant chaque mot, chaque hésitation, chaque pause. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment aurais-je pu faire les choses différemment? J'ai même commencé à m'interroger sur ma propre capacité à faire mon travail. Peut-être que j'étais pas aussi vif que je le pensais. Peut-être que les années passées à faire face aux tragédies des autres avaient émoussé mes instincts, m'avaient rendu trop complaisant. J'ai essayé de mettre ces pensées de côté, de me concentrer sur le cas suivant, mais elles revenaient sans cesse, comme un nuage noir suspendu au-dessus de moi. Le visage d'Emily apparaissait dans mon esprit aux moments les plus inattendus, pendant que je conduisais, au milieu d'une conversation, même dans mes rêves. C'était comme si elle me hantait, me rappelant mon échec. Je savais que je devais en parler à quelqu'un, mais l'idée de m'ouvrir me donnait l'impression d'admettre ma défaite. Comment pourrais-je dire à quelqu'un que moi, James Turner, le négociateur aguerri, j'avais laissé une petite fille me glisser entre les doigts? Comment pourrais-je faire face à mes collègues, sachant qu'ils pourraient aussi me voir comme un échec? Mais la culpabilité est devenue trop lourde à porter toute seule. Un soir, après une journée particulièrement longue, je me suis retrouvé dans le bureau du conseiller du département. Je me suis assis là, fixant le sol, essayant de trouver les mots pour expliquer ce que je ressentais. Quand j'ai finalement parlé, tout est sorti à la hâte. La culpabilité, le doute de soi, les images obsédantes d'Emily. Le conseiller écoutait patiemment, sans interrompre, sans juger. Quand j'ai eu fini, elle m'a simplement dit « James, tu as fait tout ce que tu pouvais. Vous avez suivi votre instinct. Et parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Vous êtes humain. Vous n'êtes pas infaillible. » Ces paroles étaient réconfortantes, mais elles n'ont pas effacé la douleur. Rien ne le pouvait. La seule chose qui m'a aidé, même un peu, c'est de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres personnes dans mon domaine avaient été confrontées à des situations similaires, à des sentiments similaires de culpabilité et de regret. Au fil du temps, j'ai essayé d'accepter ce qui s'était passé. Je me suis lancé dans mon travail, déterminé à ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire. Mais au fond de moi, je savais que peu importe mes efforts, je ne pourrais jamais oublier Emily, ni la façon dont elle a été retirée de ce monde. C'est pourquoi je porte avec moi sa mémoire, un rappel de la fragilité de la vie et de la lourde responsabilité qui accompagne le fait d'essayer de la protéger. Certains jours, le poids de cette responsabilité me semble trop lourd à porter, mais je continue parce que je sais que c'est ce qu'Emily voudrait, et parce qu'au final, c'est tout ce que je peux faire. L'appel est arrivé par une nuit froide et calme, le genre où l'obscurité semble se refermer sur vous. Moi, Sarah Collins, j'étais la seule préposée en service au centre de répartition d'urgence. C'était un quart de travail de routine, ou du moins, c'était censé l'être. En répondant au téléphone, je ne m'attendais à rien de plus que les plaintes habituelles ou les petites urgences. Au lieu de cela, j'ai eu quelque chose qui me hanterait pour le reste de ma vie. 911, quelle est votre urgence? Demandai-je, essayant d'avoir l'air calme. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une jeune fille, tremblante et remplie de peur.
Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis coincé dans une maison, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai noté l'adresse qu'elle a fournie. C'était un endroit dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas bien. La maison était censée être abandonnée, une rumeur que j'avais recueillie dans les commérages locaux. Malgré cela, j'ai fait passer l'adresse dans notre système, pour découvrir qu'elle n'existait pas dans nos registres officiels. Il n'y avait rien d'autre qu'un terrain vague à l'endroit où la maison devrait être. Pouvez-vous me dire où vous êtes exactement? Quelle est votre adresse? J'ai demandé, essayant de recueillir plus d'informations. Je ne sais pas, il fait sombre, il y a des bruits. Sa voix s'est brisée et j'ai entendu une électricité statique inquiétante qui semblait palpiter avec sa peur. Je pouvais dire d'après le crépitement sur la ligne qu'il ne s'agissait pas d'un appel standard. L'électricité statique était trop intense, la connexion trop instable. J'ai commencé à envoyer des agents sur place, espérant qu'une fouille physique pourrait donner des résultats. Mais alors que la voiture de patrouille se dirigeait vers le site, je suis resté collé à mon casque, mon anxiété augmentant à chaque instant qui passait. La voiture de patrouille a répondu presque immédiatement. Il n'y avait pas de maison à l'adresse. Seulement un terrain envahi par la végétation, entouré de bois dense. Les agents ont vérifié la zone à fond, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Ils n'ont vu aucun signe de la fille ou d'une activité inhabituelle. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment troublant qui s'était installé en moi. Je n'arrêtais pas de rejouer l'appel, essayant de lui donner un sens. L'électricité statique sur la ligne ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant, et la voix de la fille était déformée d'une manière qui m'a fait frissonner. J'ai décidé de creuser dans l'histoire de la région, dans l'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui se passait. Ce que j'ai découvert était à la fois intriguant et terrifiant. La maison n'était pas seulement un vieux bâtiment, elle avait un passé sordide. Les habitants ont parlé à voix basse des événements étranges survenus sur le site. Ils ont mentionné des cris désincarnés et des lumières vacillantes, des histoires d'une fille qui avait disparu de cet endroit, même il y a des décennies. Sa disparition n'a jamais été résolue, et son nom est devenu un murmure parmi les plus anciens habitants de la ville. Certains ont affirmé que son esprit s'attardait, piégé dans la maison et agité. Plus j'apprenais, plus j'avais l'impression d'être entraîné dans quelque chose qui dépassait ma compréhension. J'ai essayé de contacter des historiens locaux et des experts paranormaux, en espérant qu'ils pourraient me donner un aperçu. Leurs récits faisaient froid dans le dos. Ils ont confirmé que la maison avait été le théâtre de la disparition tragique de la jeune fille, et beaucoup pensaient que son esprit hantait le site, cherchant à obtenir justice ou à être libéré. Alors que je plongeais plus profondément dans l'histoire de la maison, le téléphone a sonné à nouveau. L'appel provenait du même numéro, mais cette fois, il n'y avait pas de voix. Seulement de l'électricité statique, une électricité statique aiguë et crépitante qui semblait devenir de plus en plus forte et menaçante à chaque seconde. Mon cœur s'est emballé en écoutant, espérant le moindre signe de la fille. Puis, je l'ai entendue. Au milieu de l'électricité statique, j'ai pu distinguer un cri faible et lugubre. C'était comme si la voix de la fille avait du mal à percer, piéger et déformer. J'ai essayé de parler au téléphone, mais la seule réponse était plus statique. J'ai ressenti un sentiment croissant d'effroi, une peur presque palpable que quelque chose n'allait pas du tout. Les minutes m'ont semblé des heures, alors que j'attendais que la voiture de patrouille revienne avec de nouvelles informations. J'ai gardé mon casque allumé, écoutant l'électricité statique qui semblait m'envelopper, me pressant de tous les côtés. Le silence dans le centre de répartition était oppressant, rompu seulement par le crépitement de la ligne téléphonique. La voiture de patrouille est revenue sans nouvelles informations. Les agents n'avaient rien trouvé. Aucun signe de la jeune fille, aucune activité inhabituelle, rien qu'un terrain envahi par la végétation. Ils ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une farce ou d'un dysfonctionnement, mais je savais que quelque chose de plus profond était en jeu. Le sentiment d'effroi était presque écrasant, et j'ai ressenti une compulsion à comprendre ce qui se passait, même si mon esprit rationnel avait du mal à lui donner un sens.
J'ai décidé d'essayer de rappeler le numéro dans l'espoir de joindre la fille ou au moins d'obtenir des réponses. Mais chaque fois que je composais le numéro, je me retrouvais face à une ligne vide. Un vide là où une réponse aurait dû être. L'électricité statique était devenue une présence constante, un rappel des forces inconnues à l'œuvre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je commençais à me sentir de plus en plus isolé. Mes collègues étaient occupés par d'autres appels, me laissant seul avec mon sentiment de malaise croissant. L'électricité statique sur la ligne téléphonique est devenue plus intense, presque comme s'il s'agissait d'une entité vivante, se nourrissant de ma peur. Le téléphone a sonné une fois de plus, et j'ai répondu avec un mélange d'espoir et d'effroi. La voix de la fille résonna à nouveau, mais cette fois elle était plus faible, plus fragmentée. « À l'aide !»« Moi !» cria-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus l'électricité statique. « Où es-tu » suppliai-je, essayant de cacher le désespoir de ma voix. « Dis-moi ce que tu vois. »« Pas ici, pas maintenant. » Sa voix n'était plus qu'un murmure, puis la ligne s'éteignit à nouveau. J'ai essayé de rappeler, mais il n'y a pas eu de réponse. Seulement le silence. La panique s'est installée. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine alors que je rejouais l'appel dans ma tête. L'électricité statique était devenue presque insupportable et les derniers mots de la jeune fille me hantaient. J'ai ressenti un profond sentiment d'impuissance, comme si je m'accrochais à des ombres. Quelques minutes plus tard, mes collègues ont remarqué que je n'avais pas répondu au contrôle de routine. Ils sont venus me voir et m'ont trouvé affalé sur mon bureau, sans vie. Le téléphone était toujours décroché, une électricité statique faible et étrange émanant toujours du récepteur. Mon visage était déformé dans une expression de peur et de résignation. Le centre de répartition d'urgence a été fermé pour enquête. Des rumeurs se répandirent rapidement dans la ville sur ce qui s'était passé. La maison, devenue symbole de la terreur de la nuit, a été bouclée. Les autorités ont barricadé les fenêtres et verrouillé les portes pour éviter tout autre incident. La ville bourdonnait de spéculations et de peur. Certains prétendaient que la maison était un portail vers un autre royaume. D'autres pensaient qu'elle était maudite. La vérité restait insaisissable, un sombre mystère enveloppé dans le silence inquiétant du terrain abandonné. Dans la foulée, le centre de répartition a été temporairement fermé. L'affaire est restée non résolue, un rappel effrayant de la nuit où la réalité semblait se brouiller avec le surnaturel. Ma mort a été une note sombre dans une ville remplie de questions sans réponse et de peurs persistantes. La maison est toujours debout, ou du moins c'est ce qu'on dit. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai entendu des murmures selon lesquels il détient toujours ses secrets, attendant que la prochaine âme malheureuse trébuche dans son étreinte. Quant à moi, je ne suis qu'un récit édifiant, un nom sur une liste de ceux qui ont rencontré l'inconnu et en ont payé le prix. Mon quart de travail au centre de répartition d'urgence s'était déroulé sans incident jusqu'à présent. C'était un mardi soir tranquille à Paris, le genre où le bourdonnement habituel de la ville semblait étouffé, comme si la ville elle-même se reposait. L'horloge sur le mur tournait lentement vers minuit, chaque seconde passant à un rythme régulier et indifférent. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étirant mes muscles raides, quand le téléphone a sonné. « Urgence policière, comment puis-je vous aider ?» J'ai demandé, ma voix calme et professionnelle. Il y eut une pause à l'autre bout, juste assez longue pour être troublante. Puis, je l'ai entendu, un murmure à peine audible. Une femme, la voix tremblante. « Il est chez moi. » Je me redressai sur mon siège, toute trace de fatigue s'évaporant en un instant. « Madame, pouvez-vous me dire votre nom? Où es-tu en ce moment ?» Sa respiration s'est arrêtée, et quand elle a repris la parole, il était clair qu'elle avait du mal. Je ne peux pas bouger. Il est ici, dedans. S'il vous plaît, aidez-moi. » J'ai tapé rapidement dans le système en signalant l'appel comme étant hautement prioritaire. Mon esprit s'est emballé alors que j'essayais de la garder sur la ligne. « Reste avec moi, ok? Nous vous enverrons de l'aide immédiatement. Pouvez-vous me dire votre adresse? » Il y eut un bruit de traînement en arrière-plan, suivi d'un léger grincement, comme une porte qui s'ouvre lentement.
Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que j'attendais sa réponse. Madame, votre adresse, s'il vous plaît. Je suis dans ma chambre, rue de Rivoli, numéro 42. Sa voix était plus faible maintenant, comme si l'effort de parler la vidait de son énergie. J'ai transmis l'information à l'unité de patrouille la plus proche, les exhortant à se dépêcher. Les officiers sont en route, madame. Restez en ligne avec moi, d'accord? Pouvez-vous me dire qui est cette personne? Les connaissez-vous? Une autre pause, puis un léger sanglot. C'est lui. Je ne peux pas bouger. Qui est-ce, madame? J'ai insisté doucement, essayant de reconstituer la situation. Le bruit des pas, lourds, délibérés, résonna dans le téléphone. Il se rapprochait. Mon frère, murmura-t-elle, les mots s'échappant de justesse de ses lèvres. Mais il est mort. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis battu pour garder ma voix stable. Madame, êtes-vous sûre que c'est lui? En êtes-vous certain? Je l'ai vu avant de ne plus pouvoir bouger. Je ne sais pas comment, mais c'est lui. S'il vous plaît, aidez-moi, supplia-t-elle, sa voix devenant plus faible. Je pouvais entendre sa respiration devenir plus laborieuse, comme si elle lui demandait toute sa force pour continuer à parler. Je devais la garder consciente, je devais la faire parler. Madame, écoutez-moi. Les officiers y sont presque. Vous devez rester éveillée. Dites-moi plus sur lui. À quoi ressemble-t-il? Que fait-il maintenant? Je ne sais pas. Je l'entends. Il est proche, mais je ne le vois pas. J'ai tellement froid. Sa voix n'était plus qu'un souffle, et je pouvais entendre la peur, le désespoir dans chaque mot. En arrière-plan, j'ai entendu un autre bruit, un bruit humide et rampant qui m'a envoyé une vague de nausée. Il fut suivi d'un grognement bas et guttural, quelque chose qu'aucune gorge humaine ne devrait être capable de produire. Je me suis forcé à me concentrer, à repousser la terreur croissante dans ma poitrine. Madame, concentrez-vous sur ma voix. Reste avec moi. La police sera là d'un moment à l'autre. Je ne peux pas. Je ne sens plus mes jambes. J'ai l'impression de mourir. Haleta-t-elle, la terreur dans sa voix me déchirant. J'étais impuissant, coincé à l'autre bout d'une ligne téléphonique, incapable de faire autre chose qu'écouter. Puis, soudain, sa respiration est devenue erratique. Il est ici. Il est juste ici. La ligne s'est remplie d'une sonnerie aiguë, suivie d'un bruit sourd écœurant, puis d'un silence. Madame, Madame, m'entendez-vous? J'ai crié, la voix tremblante. Il n'y avait pas de réponse, juste le léger crépitement de la ligne. Les agents sont arrivés quelques instants plus tard. Je les ai écoutés enfoncer la porte, leur voix résonnant dans la maison. J'ai attendu, le cœur dans la gorge, qui la cherche. Puis je l'ai entendu, l'un des officiers, la voix mêlée de choc et d'incrédulité. Nous avons un corps, femelle. On dirait qu'elle est morte depuis un moment. Mais Dieu, cet endroit... La ligne s'est coupée. J'ai regardé le téléphone, les mains tremblantes. Je savais que je devais me lever, que je devais me préparer au rapport qui allait suivre. Mais j'étais figé, le poids de ce qui venait de se passer m'écrasant. Plus tard, j'ai appris que la femme avait été paralysée, une forme rare et agressive de catatonie, probablement déclenchée par un stress ou un traumatisme extrême. Les médecins pensaient qu'elle était allongée dans ce lit, vivante mais incapable de bouger, pendant des jours avant de mourir. Mais ce qui me hantait, ce qui m'empêchait de dormir la nuit, c'était le fait que l'autopsie avait révélé qu'elle était morte bien avant que l'appel ne soit passé. Et puis, il y avait l'homme, son frère, qui était mort quelques mois plus tôt dans un accident de voiture. Son corps n'a jamais été retrouvé, seulement son sang étalé sur le tableau de bord. J'ai essayé de continuer mon travail, mais le poids de cette nuit s'est accroché à moi. Chaque sonnerie du téléphone, chaque murmure d'une voix à l'autre bout du fil me ramenait à cet appel. J'ai vu ses yeux sans vie, fixant le néant, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. J'entendis la voix de son frère, basse et gutturale, résonner dans l'obscurité. Je ne pouvais plus le faire. Le poids de tout cela est devenu trop lourd, et j'ai démissionné de la force. Mais même maintenant, dans le silence de ma propre maison, je peux encore l'entendre. Tous les soirs, alors que je ferme les yeux, elle me chuchote, implorant une aide qui n'est jamais venue. Cette nuit-là est étrangement calme. Les rues de Québec, habituellement animées, sont désertes.
Je me suis retrouvé seul dans le petit commissariat, comme c'était souvent le cas au petit matin. Ma carrière de policier venait de commencer. C'était le genre de travail que j'avais toujours imaginé apporter de l'excitation et un but. Cependant, jusque-là, la réalité avait été moins palpitante que je ne l'avais espéré. Les tâches consistaient principalement en des patrouilles monotones et des rapports interminables. Mais ce soir-là, tout allait changer. Le téléphone sonna, sa sonorité résonnant dans le vide de la station. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, sans me douter que ce serait le début de quelque chose qui me marquerait pour le reste de ma vie. Service de police du Québec, comment puis-je vous aider? Ma voix était calme, comme ils nous l'ont enseigné à l'académie. J'ai besoin d'aide, répondit une voix masculine, tremblante, presque noyée par le bruit de sa propre respiration laborieuse. Je suis dans une cabane, isolée, je ne sais pas exactement où, mais quelque chose ne va pas ici. Il y a des caméras dans chaque pièce. Ils me regardent. Mon esprit a commencé à travailler rapidement. Des appareils photo, avez-vous vu quelqu'un les installer? Non, je les ai trouvés par hasard. Ils sont cachés derrière des miroirs dans les coins du plafond. Je suis diffusé quelque part sur le dark web. Ils surveillent chacun de mes mouvements. La voix de l'homme tremblait d'un mélange de peur et de désespoir palpable. Les mots dark web m'ont mis en état d'alerte. Je n'étais pas naïf. Je savais que le monde souterrain d'Internet cachait des choses que la plupart des gens préféraient ne pas imaginer. Mais quelque chose dans cet appel semblait plus troublant. « Comment t'appelles-tu » J'ai demandé, essayant de poursuivre la conversation pendant que je tapais dans l'ordinateur pour retracer l'appel. C'est Marc. Marc tremblait. « Ok Marc, restez calme. Es-tu seul dans la cabine ?» Oui, j'ai loué cet endroit pour m'isoler, vous savez. J'essayais de m'éloigner de la ville pendant un moment, mais maintenant je suis piégé ici. Il me regarde, je le sais, je peux le sentir. Pendant que Marc parlait, les données sur mon moniteur ont commencé à apparaître. Les coordonnées étaient vaguement localisées dans une zone montagneuse, mais pas assez précise pour envoyer une équipe rapidement. J'ai décroché la radio et j'ai demandé des renforts, les informant de l'emplacement approximatif. Cependant, je me suis rendu compte que dans cette région, trouver la cabane serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. « Marc, peux-tu me décrire la cabane? Y a-t-il quelque chose que je puisse utiliser pour t'aider à te retrouver? C'est petit, en bois, mais les arbres, il y a tellement d'arbres autour, je peux à peine voir le ciel. Tout se ressemble ici, je ne sais pas si je peux en décrire davantage. » Il y avait quelque chose de claustrophobe dans la façon dont il décrivait l'endroit. La forêt dense autour, les arbres qui semblaient écraser tout sentiment de sécurité. Je pouvais presque sentir la pression sous laquelle Marc vivait. La seule chose que je pouvais faire à ce moment-là était de le faire parler, d'essayer de le calmer pendant que j'essayais désespérément de localiser son emplacement exact. « Marc, tu as dit que les caméras sont cachées. Pouvez-vous les enlever? Les détruire ?» Il y eut un silence tendu, puis il répondit, hésitant. J'ai essayé. Mais à chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression que quelque chose m'arrête. C'est comme si je ne pouvais pas, comme s'il me surveillait de plus près. J'ai l'impression que si je le fais, il va se passer quelque chose de pire. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. C'était comme s'il était pris au piège d'un jeu sadique, quelque chose de plus grand et de plus sombre que de simples caméras cachées. Mes mains ont commencé à transpirer lorsque j'ai tapé sur un autre système, essayant de retrouver toute diffusion en direct qui pourrait se produire. Puis j'ai trouvé quelque chose. « Marc, écoute, j'essaie de localiser cette émission. Je vais avoir besoin que vous restiez calme et que vous suiviez mes instructions. Tout va bien se passer, mais je mentais. La vérité, c'est que j'avais peur. Les images qui ont commencé à apparaître sur mon écran d'ordinateur montraient une vue en temps réel de l'intérieur de la cabine. Il avait raison, tout était diffusé, et pas seulement. Il y a eu des commentaires, des paris ont été placés sur combien de temps il survivrait, sur ce qui se passerait ensuite. L'horreur a commencé à grandir en moi. « Thomas, s'il te plaît, aide-moi. Je sais pas quoi faire. Ils vont me tuer, n'est-ce pas? » « Marc, j'ai besoin que tu quittes la cabane maintenant. Sortez, restez près d'une route.
tout ce qui nous aidera à vous localiser plus rapidement. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je ne peux pas. Ils m'ont dit que si je partais, il se passerait quelque chose de bien pire. Ils me manipulent, Thomas. Je ne peux pas m'échapper. J'ai essayé de le persuader, d'user de mon autorité, de ma raison, mais quelque chose dans le ton de Marc indiquait qu'il était bien au-delà d'être convaincu. Il était brisé, hanté par quelque chose que je ne comprenais toujours pas complètement. Quand j'ai finalement eu une équipe de renfort pour suivre les coordonnées approximatives, il faisait déjà nuit dehors. J'ai roulé comme un fou sur les routes sinueuses, essayant d'y arriver avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond de moi, je savais que chaque minute comptait contre nous. Je suis arrivé à l'endroit indiqué, mais tout ce que j'ai trouvé était le silence. La cabane était là, petite, presque insignifiante dans l'immensité des arbres, mais il n'y avait aucun signe de Marc. La porte était entr'ouverte, grinçant doucement dans le vent. À l'intérieur, les pièces semblaient vides, comme si personne n'y était allé depuis des jours. Il n'y avait pas de caméra, aucun signe d'équipement électronique. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, comme si les yeux que Marc redoutait tant étaient maintenant fixés sur moi. J'ai cherché le moindre indice, mais ce que j'ai trouvé, c'est un sentiment de vide écrasant. Et puis, là, sur le sol de la pièce principale, j'ai trouvé le corps. Marc était là, allongé face contre terre, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Il n'avait pas été tué par une blessure visible, mais quelque chose en lui semblait complètement épuisé, comme si la vie avait été aspirée hors de son corps. Le matériel d'enregistrement, les caméras, tout ce qu'il a décrit avait disparu. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé la scène avant notre arrivée. J'ai senti la culpabilité commencer à me consumer à ce moment-là. Je n'étais pas assez rapide, je n'en ai pas fait assez. La réalité d'être policier ne consistait pas seulement à faire face à des criminels. Il s'agissait de faire face aux échecs, aux erreurs qui coûtent des vies. Je suis rentré à la gare ce soir-là avec un sentiment de défaite que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les jours suivants ont été pires. Les gens autour de moi, les collègues, la communauté, tout semblait enveloppé d'une atmosphère de méfiance. J'ai commencé à remarquer des choses qui ne m'avaient pas dérangé auparavant. Le regard prolongé d'un inconnu, une caméra de sécurité dans un magasin, le sentiment d'être suivi. La paranoïa a grandi en moi, alimentée par l'échec à sauver Marc. J'ai commencé à me demander si moi aussi j'étais observé, si j'étais aussi un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que, d'une manière ou d'une autre, ces yeux invisibles étaient toujours sur moi, attendant de me briser comme ils l'ont fait avec Marc. Chaque reflet dans une fenêtre, chaque son lointain, tout devenait un signe possible que j'étais moi aussi piégé dans une toile invisible, un jeu auquel je n'ai jamais demandé à jouer. La vérité, c'est qu'après cette nuit-là, je n'ai plus jamais été le même. Tout ce qui s'est passé dans cette cabane, ce qui a mené Marc Tremblay à la mort, a laissé sur moi une marque qui ne peut être effacée. Je voulais croire que c'était juste le résultat d'un esprit perturbé, mais je ne peux pas. Quelque part, quelqu'un regarde, et le prochain à regarder pourrait très bien être moi. Mon nom est Marcus Engel, et pendant 18 ans, j'ai été la voix calme à l'autre bout du fil, guidant les gens dans leurs pires moments. J'ai toujours été fier de ma capacité à rester calme sous pression, à fournir des instructions claires et rationnelles, même lorsque le monde de quelqu'un s'effondre. J'ai tout entendu, des accidents de voiture, des incendies de maison, des cambriolages. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à la nuit du 23 septembre. Cette nuit-là a tout changé. Il était un peu plus de minuit et j'étais seul dans la salle d'urgence à Munich. La ville était calme, le genre de calme qui n'arrive qu'au milieu de la nuit. Je sirotais une tasse de café tiède, essayant de rester alerte quand le téléphone a sonné. J'y ai répondu comme je le fais toujours, avec le même ton mesuré. Ligne d'urgence de la police, où vous situez-vous et quelle est la nature de votre urgence? Pendant un moment, il n'y avait que de la respiration lourde à l'autre bout. Puis, une voix d'homme, murmura « Je suis perdu.
S'il vous plaît, vous devez m'aider. Quelque chose, il y a quelque chose ici avec moi. La panique dans sa voix était sans équivoque. Les gens ont peur quand ils sont perdus, mais c'était différent. C'est le genre de peur qui s'infiltre dans vos os qui vous donne la chair de poule. J'ai appris à la reconnaître, le genre de terreur qui ne peut pas être facilement expliquée. Calme-toi, dis-je, essayant de garder mes propres nerfs sous contrôle. Peux-tu me dire ton nom et où tu es? Je m'appelle Johan Müller. Je faisais de la randonnée, mais j'ai fait demi-tour. Je ne trouve plus le sentier. Je pense que quelque chose me suit. Johan, ai-je commencé, ma voix ferme. J'ai besoin que tu restes en ligne avec moi. Avez-vous une idée de l'endroit où vous êtes? Y a-t-il des points de repère que tu peux voir? Il n'y a rien. Il fait trop sombre, juste des arbres partout. Mais je l'entends. Ça se rapproche. S'il te plaît, tu dois me sortir d'ici. Sa voix s'est transformée en sanglots et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. La forêt bavaroise est vaste et dense. Même les randonneurs expérimentés peuvent s'égarer s'ils ne font pas attention. Mais c'était plus qu'un simple cas d'homme perdu dans les bois. Johan, je vais t'aider, lui ai-je assuré. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais dire. Je vais essayer de vous guider. D'abord, pouvez-vous me dire quand vous avez vu le sentier pour la dernière fois? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a des heures. J'essayais de retrouver mon chemin, mais tout se ressemble. Ok, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. J'ai besoin que tu restes où tu es un instant. Ne bougez pas, écoutez simplement. Entendez-vous quelque chose d'inhabituel? Décrivez-le-moi. Il y eut une pause, remplie seulement de la respiration tremblante de Johan. Puis, faiblement, je l'entendis. Un son bas et guttural en arrière-plan, comme un grognement profond mais plus déformé, comme si ce qu'il faisait avait du mal à respirer. Cela ne ressemblait à aucun animal que je connaissais, et c'est là que mon malaise s'est transformé en peur. « Il y a quelque chose là-bas », murmura Johan, sa voix à peine audible. Il me suit depuis un moment. Au début, j'ai pensé que c'était juste mon imagination, mais ensuite je l'ai entendu. C'est réel, et ça se rapproche. Je pouvais entendre ses pas craquer sur le sol de la forêt alors qu'il recommençait à bouger, malgré mes instructions précédentes. « Johan, j'ai besoin que tu restes calme, dis-je, bien que j'ai moi-même du mal à rester calme. Continuez à marcher, mais restez en ligne avec moi. Nous allons te sortir de là. » Sa respiration est devenue plus frénétique et je pouvais voir qu'il luttait contre l'envie de courir. J'essaie, mais c'est si proche maintenant. Je l'entends derrière moi. Ce n'est pas un ours ou un loup. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas naturel. Continue d'avancer, l'ai-je exhorté, même si chaque instinct me disait que courir pourrait aggraver les choses. Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire d'arrêter, pas avec cette chose si proche. Concentre-toi sur ma voix, Johan. Suivez mes instructions et nous vous ferons sortir. Les minutes s'étiraient, chacune me semblant une éternité. J'ai écouté sa respiration laborieuse, le claquement occasionnel d'une branche sous ses pieds et ce bruit omniprésent derrière lui. Il était plus proche maintenant, presque comme s'il le traquait, jouant avec lui avant de passer à l'action. Puis, soudain, Johan poussa un cri à glacer le sang. Je me redressai brusquement sur ma chaise, tous mes muscles se crispant lorsque j'entendis le bruit d'une lutte, quelque chose qui se débattait dans les sous-bois et les appels à l'aide frénétiques et terrifiés de Johan. « Johan !» J'ai crié dans le téléphone, mon cœur battant dans ma poitrine. « Johan, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'y a pas eu de réponse cohérente, seulement des bruits de terreur purs et débridés. Et puis, la ligne s'est coupée. Je me suis assis là, agrippant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai essayé de rappeler, mais l'appel ne s'est pas connecté. Tout ce que je pouvais faire, c'était de m'asseoir là, figé, à écouter le silence qui avait remplacé la voix de Johan. J'ai immédiatement alerté les équipes de recherche et de sauvetage. Ils se mobilisèrent rapidement, se dirigeant vers la forêt où Johan avait fait de la randonnée. J'ai passé le reste de la nuit à attendre près du téléphone, priant pour qu'il le trouve vivant, que tout cela était une horrible erreur. Mais quand l'aube s'est enfin levée, les nouvelles étaient bien pires que ce que j'aurais pu imaginer. Le corps de Johan a été retrouvé au fond de la forêt, à des kilomètres
du sentier le plus proche. Il avait été mutilé, mais les blessures... Ils ne correspondaient à rien de ce que l'équipe de recherche avait jamais vu. Ils étaient trop grands, trop irréguliers, comme si quelque chose l'avait déchiré avec une férocité qui défiait toute explication. Et il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui me glaçait au plus profond de moi-même. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue, comme s'il avait vu quelque chose de si horrible dans ces derniers instants qu'il l'avait laissé paralysé par la peur. L'équipe n'a pas pu identifier ce qui l'avait attaqué. Il n'y avait aucune trace, aucun signe d'un animal dans la zone. Quoi qu'il en soit, il avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que les restes abrutis de Johann Müller. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de donner un sens à ce qui s'était passé, mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'anormal était en jeu. Je rejouais l'appel encore et encore dans mon esprit, entendant ce grognement étrange et distordu, la panique pure dans la voix de Johann et l'horrible réalisation que tout ce qu'il avait chassé n'était pas de ce monde. J'ai essayé d'avancer, de retourner à mon travail comme si de rien n'était, mais c'était impossible. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'étais rempli d'effroi, m'attendant à moitié à entendre une autre voix implorer de l'aide contre quelque chose que je ne pouvais pas combattre. Mon sommeil était en proie à des cauchemars, à des visions des derniers instants de Johann et à ce bruit terrible et surnaturel qui me hantait. L'incident a été officiellement qualifié d'attaque d'animal, bien que l'affaire ait été discrètement classée sans enquête plus approfondie. Mais je savais, au fond de moi, que la vérité était bien plus terrifiante que tout ce que les rapports pouvaient transmettre. Il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose qui défiait la logique et la raison, et qui avait coûté la vie à Johann Müller. Et maintenant, alors que je suis assis ici, les yeux rivés sur le téléphone, je ne peux m'empêcher de me demander, et s'il était toujours là, attendant sa prochaine victime? Et si un jour, un autre appel arrivait, et que je suis forcé de faire face à cette même horreur inimaginable une fois de plus? Je ne sais pas si je pourrais le gérer. Rien que cette pensée suffit à me glacer le sang. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas ce que j'ai entendu cette nuit-là, ni ce qui est vraiment arrivé à Johann Müller. Mais je sais une chose, quelque chose de maléfique se cache dans les profondeurs de cette forêt, quelque chose que personne ne peut expliquer, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne frappe à nouveau. L'appel est arrivé vers 2 heures de l'après-midi, ce qui semblait être un jeudi ordinaire. J'étais assis à mon bureau, sirotant ma 3e tasse de café lorsque le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un homme, lourde et mêlée d'un mélange d'urgence et de désespoir. Il a affirmé que sa fille, une fillette de 10 ans nommée Emily, avait été kidnappée. Un groupe exigeait une rançon substantielle pour sa libération. Je travaille comme négociateur d'otages depuis près de 20 ans et j'ai entendu plus d'appels téléphoniques angoissants que je ne me souviens de m'en souvenir. Dans de telles situations, la clé est de rester calme, d'établir un rapport et de lever lentement et soigneusement les détails. Il ne s'agit jamais de simplement suivre le protocole. C'est une danse délicate où l'on équilibre l'empathie et la stratégie. L'homme à l'autre bout du fil semblait désespéré, mais en l'écoutant, quelque chose s'est senti. « Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme, » dis-je de ma voix la plus rassurante. « Nous allons traverser cela ensemble. Dis-moi encore le nom de ta fille, et qu'ont-ils exigé exactement? » « Émilie, ils veulent 100 000 livres. Ils ont dit que si je ne livrais pas l'argent dans l'heure, ils la tueraient. » Sa voix tremblait, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de parler. C'était presque comme s'il récitait un script, forçant les mots à sortir. « Compris, monsieur. Où en êtes-vous en ce moment? Et où est l'argent? » J'ai demandé, essayant d'établir une ligne de communication claire. Il a hésité avant de répondre. « Je suis chez moi, à Shoreditch. L'argent est dans le coffre-fort. J'ai juste besoin de temps pour tout mettre en place. » Il y a eu une pause qui s'est prolongée un peu trop longtemps. Quelque chose n'allait pas. Sa nervosité était prévisible.
mais il y avait un manque de panique véritable, une désorganisation dans son histoire qui m'a fait tourner les tripes. Pire encore, lorsque je lui ai demandé où se trouvait le dépôt, il a balbutié. Ils ont dit qu'ils m'appelleraient pour me donner des instructions. C'était mon premier drapeau rouge. Dans la plupart des cas de rançon, les ravisseurs sont méticuleux dans les détails. Ils ne laissent rien au hasard car le moindre retard pourrait mettre en péril leur plan. Ce n'était pas ainsi que ces situations se déroulaient habituellement. Je ne voulais pas alarmer l'homme, mais j'ai commencé à poser des questions plus pointues, en essayant de reconstituer l'histoire. Comment vous ont-ils contacté, monsieur ? Ils m'ont appelé sur mon portable. J'étais au travail. Tout s'est passé si vite. Et avez-vous réussi à retrouver la trace de l'appel ? J'ai continué, écoutant attentivement le rythme de sa respiration à travers les tonalités étouffées du téléphone. Il a hésité à nouveau, et c'était le deuxième drapeau rouge. Non, pas encore, je n'avais pas le temps. Cette pause m'a frappé comme une gifle. Si un parent est vraiment préoccupé par la vie de son enfant, il serait frénétique, désespéré de trouver une piste. Pourtant, il était là, retardant le processus, presque comme s'il calculait son prochain mouvement. « Monsieur, puis-je vous demander de répéter exactement ce que les ravisseurs ont dit ?» demandai-je, cette fois avec plus de fermeté. Il commença à répéter son histoire, mais une fois de plus, ces étranges pauses apparurent. À chaque fois qu'il parlait, les incohérences de son récit s'aggravaient. Pendant que je le gardais en ligne, j'ai envoyé une équipe pour retracer l'origine de l'appel et vérifier l'adresse qu'il avait fournie. Quelque chose n'allait pas. Et s'il y avait un espoir de sauver cette fille, je devais découvrir la vérité rapidement. Lorsque mon équipe est arrivée à la maison, la réalité de la situation a commencé à s'effilocher de la manière la plus horrible. Émilie était déjà morte. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée, aucune preuve de lutte. Juste le corps froid et sans vie d'une fille qui n'a jamais eu la chance de se battre pour sa vie. Je suis arrivé sur les lieux peu de temps après. La maison était étrangement silencieuse, un silence qui flottait dans l'air comme un brouillard dense. L'homme était assis sur le canapé, le téléphone toujours à la main, les yeux vides, comme s'il attendait que je l'affronte. Émilie était déjà morte, n'est-ce pas ? Demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin qu'il l'admette, qu'il donne un sens à ce cauchemar. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il m'a enfin regardé, ses yeux étaient remplis de quelque chose entre la douleur et la résignation. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que, si je prétendais que c'était un enlèvement, peut-être que des gens penseraient que ce n'est pas de ma faute. La confession m'a frappé comme une brique. Il avait tué sa propre fille. Et puis, dans une tentative désespérée de dissimuler son crime, il a inventé une histoire d'enlèvement. Peut-être pensait-il qu'il pourrait échapper à la justice si la police croyait à son histoire. Mais son incapacité à mentir de manière convaincante, à maintenir sa propre histoire fabriquée, l'avait trahi. Alors qu'on l'emmenait menotter, je suis resté là, debout au milieu d'une pièce qui avait été témoin d'une horreur inimaginable. La culpabilité a commencé à s'insinuer dans mes pensées. Comment n'ai-je pas attrapé les mensonges plus tôt ? Comment ai-je échoué à sauver Émilie ? Ces questions allaient me hanter pendant longtemps. De retour à la gare, je me suis retrouvé à regarder le téléphone. La ligne qui reliait autrefois la vie et la mort d'un enfant semblait maintenant être un rappel cruel de mon échec. J'avais passé ma carrière à essayer de sauver des vies, mais ce jour-là, j'ai échoué. Et cet échec me pèserait plus que je ne pouvais le supporter. Les yeux sans vie d'Émilie étaient gravés dans ma mémoire, une cicatrice permanente que je ne pouvais pas effacer. J'ai repensé aux conversations que j'avais eues avec cet homme, à la façon dont il avait essayé de me tromper, à la façon dont j'avais joué le jeu, espérant trouver un moyen de la sauver. Mais à la fin, j'étais trop tard. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rejoué chaque instant dans ma tête, analysant chaque mot, chaque hésitation, chaque pause. Qu'est-ce que j'ai raté ? Comment aurais-je pu faire les choses différemment ? J'ai même commencé à m'interroger sur ma propre capacité à faire mon travail. Peut-être que j'étais pas aussi vif que je le pensais.
Peut-être que les années passées à faire face aux tragédies des autres avaient émoussé mes instincts, m'avaient rendu trop complaisant. J'ai essayé de mettre ces pensées de côté, de me concentrer sur le cas suivant, mais elles revenaient sans cesse, comme un nuage noir suspendu au-dessus de moi. Le visage d'Émilie apparaissait dans mon esprit aux moments les plus inattendus, pendant que je conduisais, au milieu d'une conversation, même dans mes rêves. C'était comme si elle me hantait, me rappelant mon échec. Je savais que je devais en parler à quelqu'un, mais l'idée de m'ouvrir me donnait l'impression d'admettre ma défaite. Comment pourrais-je dire à quelqu'un que moi, James Turner, le négociateur aguerri, j'avais laissé une petite fille me glisser entre les doigts? Comment pourrais-je faire face à mes collègues, sachant qu'ils pourraient aussi me voir comme un échec? Mais la culpabilité est devenue trop lourde à porter toute seule. Un soir, après une journée particulièrement longue, je me suis retrouvé dans le bureau du conseiller du département. Je me suis assis là, fixant le sol, essayant de trouver les mots pour expliquer ce que je ressentais. Quand j'ai finalement parlé, tout est sorti à la hâte. La culpabilité, le doute de soi, les images obsédantes d'Émilie. Le conseiller écoutait patiemment, sans interrompre, sans juger. Quand j'ai eu fini, elle m'a simplement dit « James, tu as fait tout ce que tu pouvais. Vous avez suivi votre instinct. Et parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Vous êtes humain. Vous n'êtes pas infaillible. » Ces paroles étaient réconfortantes, mais elles n'ont pas effacé la douleur. Rien ne le pouvait. La seule chose qui m'a aidé, même un peu, c'est de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres personnes dans mon domaine avaient été confrontées à des situations similaires, à des sentiments similaires de culpabilité et de regret. Au fil du temps, j'ai essayé d'accepter ce qui s'était passé. Je me suis lancé dans mon travail, déterminé à ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire. Mais au fond de moi, je savais que peu importe mes efforts, je ne pourrais jamais oublier Émilie, ni la façon dont elle a été retirée de ce monde. C'est pourquoi je porte avec moi sa mémoire, un rappel de la fragilité de la vie et de la lourde responsabilité qui accompagne le fait d'essayer de la protéger. Certains jours, le poids de cette responsabilité me semble trop lourd à porter, mais je continue parce que je sais que c'est ce qu'Émilie voudrait, et parce qu'au final, c'est tout ce que je peux faire. L'appel est arrivé par une nuit froide et calme, le genre où l'obscurité semble se refermer sur vous. Moi, Sarah Collins, j'étais la seule préposée en service au centre de répartition d'urgence. C'était un quart de travail de routine, ou du moins, c'était censé l'être. En répondant au téléphone, je ne m'attendais à rien de plus que les plaintes habituelles ou les petites urgences. Au lieu de cela, j'ai eu quelque chose qui me hanterait pour le reste de ma vie. 911, quelle est votre urgence ? Demandai-je, essayant d'avoir l'air calme. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une jeune fille, tremblante et remplie de peur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis coincée dans une maison, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai noté l'adresse qu'elle a fournie. C'était un endroit dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas bien. La maison était censée être abandonnée, une rumeur que j'avais recueillie dans les commérages locaux. Malgré cela, j'ai fait passer l'adresse dans notre système, pour découvrir qu'elle n'existait pas dans nos registres officiels. Il n'y avait rien d'autre qu'un terrain vague à l'endroit où la maison devrait être. Pouvez-vous me dire où vous êtes exactement ? Quelle est votre adresse ? J'ai demandé, essayant de recueillir plus d'informations. Je ne sais pas, il fait sombre, il y a des bruits. Sa voix s'est brisée et j'ai entendu une électricité statique inquiétante qui semblait palpiter avec sa peur. Je pouvais dire d'après le crépitement sur la ligne qu'il ne s'agissait pas d'un appel standard. L'électricité statique était trop intense, la connexion trop instable. J'ai commencé à envoyer des agents sur place, espérant qu'une fouille physique pourrait donner des résultats. Mais alors que la voiture de patrouille se dirigeait vers le site, je suis resté collé à mon casque, mon anxiété augmentant à chaque instant qui passait. La voiture de patrouille a répondu presque immédiatement. Il n'y avait pas de maison à l'adresse. Seulement un terrain envahi par la végétation, entouré de bois dense. Les agents ont vérifié la zone à fond, mais n'ont rien trouvé d'anormal.
ils n'ont vu aucun signe de la fille ou d'une activité inhabituelle. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment troublant qui s'était installé en moi. Je n'arrêtais pas de rejouer l'appel, essayant de lui donner un sens. L'électricité statique sur la ligne ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant, et la voix de la fille était déformée d'une manière qui m'a fait frissonner. J'ai décidé de creuser dans l'histoire de la région, dans l'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui se passait. Ce que j'ai découvert était à la fois intriguant et terrifiant. La maison n'était pas seulement un vieux bâtiment, elle avait un passé sordide. Les habitants ont parlé à voix basse des événements étranges survenus sur le site. Ils ont mentionné des cris désincarnés et des lumières vacillantes, des histoires d'une fille qui avait disparu de cet endroit, même il y a des décennies. Sa disparition n'a jamais été résolue, et son nom est devenu un murmure parmi les plus anciens habitants de la ville. Certains ont affirmé que son esprit s'attardait, piégé dans la maison et agité. Plus j'apprenais, plus j'avais l'impression d'être entraîné dans quelque chose qui dépassait ma compréhension. J'ai essayé de contacter des historiens locaux et des experts paranormaux, en espérant qu'ils pourraient me donner un aperçu. Leurs récits faisaient froid dans le dos. Ils ont confirmé que la maison avait été le théâtre de la disparition tragique de la jeune fille, et beaucoup pensaient que son esprit hantait le site, cherchant à obtenir justice ou à être libéré. Alors que je plongeais plus profondément dans l'histoire de la maison, le téléphone a sonné à nouveau. L'appel provenait du même numéro, mais cette fois, il n'y avait pas de voix. Seulement de l'électricité statique, une électricité statique aiguë et crépitante qui semblait devenir de plus en plus forte et menaçante à chaque seconde. Mon cœur s'est emballé en écoutant, espérant le moindre signe de la fille. Puis, je l'ai entendu. Au milieu de l'électricité statique, j'ai pu distinguer un cri faible et lugubre. C'était comme si la voix de la fille avait du mal à percer, piégée et déformée. J'ai essayé de parler au téléphone, mais la seule réponse était plus statique. J'ai ressenti un sentiment croissant d'effroi, une peur presque palpable que quelque chose n'allait pas du tout. Les minutes m'ont semblé des heures, alors que j'attendais que la voiture de patrouille revienne avec de nouvelles informations. J'ai gardé mon casque allumé, écoutant l'électricité statique qui semblait m'envelopper, me pressant de tous les côtés. Le silence dans le centre de répartition était oppressant, rompu seulement par le crépitement de la ligne téléphonique. La voiture de patrouille est revenue sans nouvelles informations. Les agents n'avaient rien trouvé. Aucun signe de la jeune fille, aucune activité inhabituelle, rien qu'un terrain envahi par la végétation. Ils ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une farce ou d'un dysfonctionnement, mais je savais que quelque chose de plus profond était en jeu. Le sentiment d'effroi était presque écrasant, et j'ai ressenti une compulsion à comprendre ce qui se passait, même si mon esprit rationnel avait du mal à lui donner un sens. J'ai décidé d'essayer de rappeler le numéro dans l'espoir de joindre la fille ou au moins d'obtenir des réponses. Mais chaque fois que je composais le numéro, je me retrouvais face à une ligne vide, un vide là où une réponse aurait dû être. L'électricité statique était devenue une présence constante, un rappel des forces inconnues à l'œuvre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je commençais à me sentir de plus en plus isolé. Mes collègues étaient occupés par d'autres appels, me laissant seul avec mon sentiment de malaise croissant. L'électricité statique sur la ligne téléphonique est devenue plus intense, presque comme s'il s'agissait d'une entité vivante, se nourrissant de ma peur. Le téléphone a sonné une fois de plus, et j'ai répondu avec un mélange d'espoir et d'effroi. La voix de la fille résonna à nouveau, mais cette fois elle était plus faible, plus fragmentée. « À l'aide !»« Moi !» cria-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus l'électricité statique. « Où es-tu » suppliai-je, essayant de cacher le désespoir de ma voix. « Dis-moi ce que tu vois. »« Pas ici, pas maintenant. » Sa voix n'était plus qu'un murmure, puis la ligne s'éteignit à nouveau. J'ai essayé de rappeler, mais il n'y a pas eu de réponse. Seulement le silence. La panique s'est installée. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine alors que je rejouais l'appel dans ma tête.
L'électricité statique était devenue presque insupportable et les derniers mots de la jeune fille me hantaient. J'ai ressenti un profond sentiment d'impuissance, comme si je m'accrochais à des ombres. Quelques minutes plus tard, mes collègues ont remarqué que je n'avais pas répondu au contrôle de routine. Ils sont venus me voir et m'ont trouvé affalé sur mon bureau, sans vie. Le téléphone était toujours décroché, une électricité statique faible et étrange émanant toujours du récepteur. Mon visage était déformé dans une expression de peur et de résignation. Le centre de répartition d'urgence a été fermé pour enquête. Des rumeurs se répandirent rapidement dans la ville sur ce qui s'était passé. La maison, devenue symbole de la terreur de la nuit, a été bouclée. Les autorités ont barricadé les fenêtres et verrouillé les portes pour éviter tout autre incident. La ville bourdonnait de spéculations et de peur. Certains prétendaient que la maison était un portail vers un autre royaume. D'autres pensaient qu'elle était maudite. La vérité restait insaisissable, un sombre mystère enveloppé dans le silence inquiétant du terrain abandonné. Dans la foulée, le centre de répartition a été temporairement fermé. L'affaire est restée non résolue, un rappel effrayant de la nuit où la réalité semblait se brouiller avec le surnaturel. Ma mort a été une note sombre dans une ville remplie de questions sans réponse et de peurs persistantes. La maison est toujours debout, ou du moins c'est ce qu'on dit. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai entendu des murmures selon lesquels il détient toujours ses secrets, attendant que la prochaine âme malheureuse trébuche dans son étreinte. Quant à moi, je ne suis qu'un récit édifiant, un nom sur une liste de ceux qui ont rencontré l'inconnu et en ont payé le prix.